Chapitre 1. Les fondations. Roman Reeves avait toujours cru que la confiance était la pierre angulaire de toute relation. À 34 ans, il avait bâti sa vie sur ce principe. Parti d'un simple diplôme d'études secondaires et d'une éthique de travail inébranlable, il avait gravi les échelons, passant du statut d'ouvrier du bâtiment à celui de propriétaire de RE Construction, l'une des entreprises de construction les plus prospères de Denver. Ses mains calleuses racontaient l'histoire de chaque fondation qu'il avait coulée, de chaque poutre qu'il avait posée, de chaque rêve qu'il avait concrétisé. La Mustang vintage de 1967 dans son garage était plus qu'une simple voiture. C'était le symbole de son cheminement. Il l'avait achetée, telle une carcasse rouillée, 5 ans auparavant et la restaurait méticuleusement depuis, y travaillant le soir après de longues journées sur les chantiers. Ce soir-là, comme tant d'autres, il était sous le capot, l'odeur familière de l'huile moteur et la satisfaction de la précision mécanique lui apportant un réconfort. Roman avait rencontré Nora Shepard 3 ans auparavant lors d'une vente aux enchères caritatives où il avait offert ses services pour construire une aire de jeu pour les enfants défavorisés. Elle était bénévole ce soir-là. Ses cheveux auburn reflétaient la lumière tandis qu'elle organisait les objets avec une efficacité éprouvée. Tout en elle semblait authentique, son rire, sa passion pour l'entraide. Son regard, comme s'il valait la peine d'être connu malgré ses défauts. Nora venait du genre de famille que Roman avait toujours admiré de loin. Les Berger étaient de vieux propriétaires de Denver, sans ostentation, mais avec une aisance qui témoignait de générations d'investissements judicieux et de relations sociales. Son père, S. Shepard, possédait plusieurs restaurants prospères dans la ville, tandis que sa mère, Lizzie Shepard, était une figure emblématique du monde caritatif de Denver. Ils avaient accueilli Roman dans leur famille avec une chaleur apparemment sincère, ne le laissant jamais se sentir inférieur malgré son origine ouvrière. Le mariage, 18 mois plus tôt, avait été tout ce que Nora souhaitait, élégant, mais sans excès, célébré à l'historique Brown Palace Hotel avec 200 invités. Roman avait été heureux de lui offrir le mariage de conte de fées dont elle avait rêvé, même si cela impliquait de dépenser plus qu'il ne l'aurait imaginé en une seule journée. La voir heureuse avait valu chaque centime. Lorsque Nora avait annoncé ses grossesses 6 mois plus tôt, Roman avait eu le sentiment que sa vie était enfin accomplie. Il avait grandi en famille d'accueil, passant d'un foyer à l'autre jusqu'à sa sortie du système à 18 ans. L'idée de fonder sa propre famille, d'offrir à un enfant la stabilité et l'amour qu'il n'avait jamais eu, lui avait donné un but plus profond que n'importe quel projet de construction. Mais ces derniers temps, les choses avaient changé. Nora semblait distante, trouvant toujours des raisons de rendre visite à ses parents ou de sortir avec des amis. Elle attribuait cela aux difficultés de la grossesse, et Roman avait accepté cette explication, allant même jusqu'à embaucher de l'aide au travail pour pouvoir passer plus de temps à la maison avec elle. L'ironie ne lui avait pas échappé. Plus il se rendait disponible, moins elle semblait l'être. Santos Cardini était entré dans leur vie 8 mois plus tôt en tant que nouveau professeur de fitness de Nora. Même enceinte, Nora avait insisté pour maintenir son programme d'exercice, et Santos lui avait été chaudement recommandé par la salle de sport exclusive où plusieurs amis de Leslie s'entraînaient. Il était tout ce que Roman n'était pas, élégant, raffiné, avec ce charme naturel issu d'une vie privilégiée. Sa famille possédait une chaîne de centres de fitness haut de gamme dans tout le Colorado, et Santos avait exploité ce succès pour créer une entreprise de coaching personnel destinée à l'élite de Denver. Roman ne l'avait rencontré que quelques fois, mais quelque chose chez lui l'avait toujours irrité. Peut-être était-ce dû à la façon dont son regard s'attardait un peu trop sur Nora, ou à la façon dont il semblait toujours trouver des prétextes pour lui envoyer des SMS concernant les programmes d'entraînement et les plans nutritionnels. Lorsque Roman avait évoqué son malaise, Nora avait ri, l'accusant d'être paranoïaque et possessif. « Il m'aide à rester en bonne santé pour le bébé », avait-elle dit, la main posée sur son ventre arrondi. « Tu devrais être reconnaissante que quelqu'un veille sur nous. » Roman s'était forcé à ravaler ses inquiétudes, les attribuant au stress de la paternité imminente et à la pression du développement de son entreprise. Après tout, Nora ne lui avait jamais donné de réelles raisons de douter d'elle. Elle portait son enfant, planifiait leur avenir ensemble, parlait de prénoms et de couleurs pour la chambre de bébé avec l'enthousiasme d'une femme réellement enthousiaste à l'idée de leur vie commune. Tout en réglant le carburateur de la Mustang, Roman s'imaginait apprendre à son fils ou à sa fille à travailler de ses mains pour comprendre la satisfaction de créer quelque chose de durable. Le bébé devait arriver d'un jour à l'autre, et Roman avait déjà libéré son emploi du temps pour le mois suivant afin de pouvoir être à la maison avec sa nouvelle famille. La lumière de la cuisine projetait une douce lueur à travers la fenêtre qui donnait sur le garage, et Roman pouvait voir Norm s'affairer à l'intérieur, probablement en train de préparer sa tisane du soir.
Elle passait plus de temps avec ses parents ces derniers temps, prétendant avoir besoin de leur soutien pendant les dernières semaines de grossesse. Case avait même commencé à passer plus souvent, soi-disant pour prendre des nouvelles de sa fille, mais restant souvent pour discuter avec Roman des affaires ou du projet de restauration. Roman appréciait sincèrement son beau-père. Case était un self-made man, comme lui, ayant bâti son empire de la restauration à partir d'un simple restaurant acheté avec ses économies militaires après avoir servi au Vietnam. Il régnait entre eux un respect mutuel, une reconnaissance de valeurs communes et d'une éthique du travail qui transcendait leurs origines. Alors que Roman s'essuyait les mains sur un chiffon et s'apprêtait à rentrer, il ressentit un profond sentiment de satisfaction. Le lendemain, il prévoyait de surprendre Nora en terminant la restauration de la Mustang. La voiture avait été son cadeau à son père, une façon de lui témoigner sa gratitude pour l'avoir accueilli dans la famille et lui avoir confié le cœur de sa fille. Case avait mentionné un jour avoir possédé une Mustang similaire dans sa jeunesse, et Roman avait passé d'innombrables heures à s'assurer que chaque détail soit parfait. Des voix provenant de la cuisine attirèrent son attention alors qu'il dossier de manie et portant l'expression sombre qui était devenue son défaut lorsqu'il a discuté de tout ce qui concerne la famille Shepherd. « Boss, vous m'avez demandé de garder un œil sur la situation de votre ex-femme, » a déclaré Joel, en fixant le dossier sur la table de conférence. Le dernier rapport est venu ce matin. Roman a ouvert le dossier pour trouver des photos de surveillance et des dossiers financiers documentant les circonstances désespérées de Nora. Après avoir quitté la maison de Roman ce soir-là il y a 6 mois, elle avait emménagé avec sa belle-mère, la mère de Santos, Eleanor Cardani. Mais lorsque Santos a fui le Colorado et a laissé ses propres scandales financiers, Eleanor avait jeté Nora et le bébé. Depuis lors, Nora vivait dans une série d'appartements de motels et basses bon marché, travaillant quel que soit le travail qu'elle pouvait trouver tout en s'occupant de Marcus seul. La femme qui avait vécu une fois dans une maison de luxe et a passé ses journées à faire du shopping et à socialiser était maintenant des immeubles de bureaux la nuit et de la restauration rapide qui travaille pendant la journée, gagnait à peine suffisamment pour se garder et son enfant nourri. Elle a essayé de demander des prestations sociales, a poursuivi Joël. Mais comme elle est techniquement encore mariée à vous et que vous êtes répertorié comme père sur le certificat de naissance de Marcus, il l'oblige à poursuivre la pension alimentaire pour enfants en premier. Roman a presque souri à l'ironie. Le piège légal que Nora avait mis à voler sa fortune était devenu une prison qui l'empêchait d'accès à l'aide du gouvernement. Elle ne pouvait pas prétendre que l'enfant n'était pas le sien sans admettre une fraude à la paternité, mais elle ne pouvait pas poursuivre une pension alimentaire pour enfants sans faire face aux accusations criminelles que Roman pourrait encore déposer. Et la famille de Santos ? Roman a demandé, offre-t-il de l'aide ? Joël secoua la tête. La famille Cardanus a complètement renié Santos. Lorsque son détournement de fonds de leur entreprise a été révélé, il a presque détruit leur chaîne centrale de fitness. Ils ont clairement indiqué que quiconque associé à Santos, y compris Nora et le bébé, est persona non grata. Roman a fermé le dossier et est retourné à la fenêtre. Ci-dessous, les rues de Denver se sont effondrées d'activité alors que les gens ont fait leur vie quotidienne, ignorant les drames personnels qui se jouaient dans les tours d'entreprise au-dessus d'eux. Il y a autre chose, dit doucement Joël. Nora a essayé de vous contacter. Roman se retourna pour faire face à son contremaître en essayant d'aider. Appel téléphonique au bureau, envoyez des emails à votre compte d'entreprise, même en montant sur les sites d'emploi. Elle est désespérée, patron. La parole est qu'elle a dit aux gens qu'elle fera tout pour faire les choses avec vous. L'idée de Nora mendiant sa miséricorde aurait dû remplir Roman de satisfaction, mais il ne ressentait plutôt qu'un vide froid. La vengeance avait été tout ce qu'il espérait que ce serait. Approfondi, dévastateur et parfaitement exécuté. Mais maintenant que c'était complet, Roman s'est retrouvé à remettre en question ce qui est venu ensuite. Que veut-elle ? Demanda Roman. Joël hésita. Elle veut vous voir. Elle dit qu'elle a des informations que vous devez connaître sur Marcus. L'expression de Roman s'est endurcie. Marcus n'est pas ma préoccupation. J'ai clairement indiqué il y a 6 mois. Boss, dit soigneusement Joël. L'enfant est toujours légalement votre fils. Si quelque chose arrive à Nora, vous pourriez être tenu responsable de lui. Roman avait considéré cette possibilité. Malgré sa colère contre la trahison de Nora, il n'avait aucune envie de voir un enfant innocent souffrir. Mais il n'avait pas non plus l'intention d'être manipulé par une femme qui avait déjà détruit sa confiance une fois. Organiser une réunion, a déclaré Roman enfin. Quelque part public avec des témoins présents. J'entendrai ce qu'elle a à dire, mais c'est tout.
Joël hocha la tête et a fait une note dans son téléphone. Où voulez-vous rencontrer? Roman pensa un instant. Le café au 16e et LMER demain à midi. Assurez-vous que Ross Daniel est là pour la surveillance et amenez Spencer Joyce pour la sécurité. Je ne lui fais pas confiance pour ne pas essayer quelque chose de désespéré. Le lendemain, Roman est arrivé au café 15 minutes plus tôt, choisissant une table près de la fenêtre où il pouvait observer la rue. Spencer Joyce s'est assis à une table voisine, lisant apparemment un journal, mais en regardant en fait tout signe de problème. Ross Daniel était stationné de l'autre côté de la rue avec une caméra documentant tout pour la protection juridique de Roman. Nora est arrivée exactement à l'heure, mais Roman l'a à peine reconnue. La femme confiante et bien habillée qu'il avait mariée avait été remplacée par quelqu'un qui avait des années de plus et complètement vaincu. Ses vêtements étaient propres, mais évidemment d'occasion. Ses cheveux ont été retirés en une simple queue de cheval et son visage portait le look creux de quelqu'un qui n'avait pas dormi ou ne mangeait pas régulièrement. Elle a repéré Roman immédiatement et s'approcha de sa table avec des marches provisoires comme si elle avait peur de fuir. Quand elle s'est assise en face de lui, Roman pouvait voir les cercles sombres sous ses yeux et le tremblement dans ses mains. « Merci d'avoir accepté de me voir, dit-elle tranquillement, la voix avec épuisement. Roman n'a pas répondu, l'a simplement étudié avec l'évaluation du froid d'un homme examinant un concurrent d'entreprise. Le silence s'étendait entre eux jusqu'à ce que Nora reprenne finalement. « Roman, je sais que tu me détestes, et je sais que je le mérite. Ce que nous vous avons fait était impardonnable, mais j'ai besoin que vous sachiez que Marcus est malade. » L'expression de Roman n'a pas changé, mais en interne, il a ressenti un scintillement de préoccupation. Quoi qu'il en soit, l'enfant était innocent dans tout cela. Quel genre de malade? Demanda Roman. Les yeux de Nora se remplissaient de larmes. Il a une condition génétique rare. Les médecins disent qu'il a besoin d'une intervention chirurgicale, mais je ne peux pas me le permettre. L'assurance que j'avais dans votre entreprise a été annulée lorsque nous nous sommes séparés, et je ne peux pas obtenir de couverture nulle part ailleurs à cause de la condition préexistante. Roman se pencha en arrière sur sa chaise, étudiant le visage de Nora pour des signes de tromperie. Après des mois de mensonges et de manipulations, il ne faisait rien à faire sans vérification. « Que voulez-vous exactement de moi ?» demanda Roman. « Je veux que vous ajoutiez Marcus à votre assurance, » a déclaré Nora désespérément. « Je vais donc signer les documents que vous voulez. Abandonnez donc toute réclamation à votre argent. Dis, je veux parler des médecins, voir les résultats des tests, ce qui est mal et ce qui doit être fait, chuchoter. Absolument nécessaire aux soins médicaux de Marcus. Deuxièmement, vous ne me demanderez plus jamais de l'argent, des faveurs ou de l'assistance. Troisièmement, une fois que Marcus est en bonne santé et n'a plus besoin de soins médicaux continus, je poursuivrai une action en justice pour résoudre le problème de paternité en permanence. Le visage de Nora s'effondre, mais elle hocha la tête. Je comprends. Roman se leva pour partir, puis s'arrêta. Nora, je veux que vous compreniez quelque chose. La seule raison pour laquelle je considère même cela est que Marcus est un enfant innocent qui ne mérite pas de souffrir pour les crimes de ses parents. Mais ne confondez pas cela avec le pardon ou la réconciliation. Vous avez tout détruit entre nous. Et cela ne peut jamais être réparé. Alors que Roman s'éloignait, laissant Nora pleurer seule à la table du café, il ressentait le poids familier de sa victoire. Il avait gagné complètement. Ses ennemis ont été détruits. Ses actifs étaient protégés. Et même maintenant, en ce moment de miséricorde apparente, il maintenait sa position de contrôle absolu. Mais alors qu'il retournait à son bureau, Roman ne pouvait pas secouer l'image de Marcus, un bébé qui n'avait jamais demandé à être né dans un tel réseau de trahison et de vengeance. Quoi qu'il arrive ensuite, Roman était déterminé que le sang innocent de l'enfant ne serait pas sur ses mains. La guerre était terminée, mais les conséquences écho pour les années à venir. Chapitre 9. Le jugement final. Un an après la confrontation dans le parking, Roman s'est assis dans le bureau du docteur Marlène à l'hôpital pour enfants, en examinant les dossiers médicaux de Marcus avec la lourdeur qu'il a apportée à toutes les décisions commerciales. L'état de l'enfant était en effet grave, une malveillance cardiaque rare qui nécessitait une intervention chirurgicale immédiate, mais elle était également complètement traitable avec des soins médicaux appropriés. Roman avait tenu parole à l'occasion de fournir une couverture d'assurance à Marcus, mais il l'avait fait par l'intermédiaire des intermédiaires, en maintenant une séparation complète de Nora tout en veillant à ce que l'enfant reçoive le meilleur traitement possible. La chirurgie avait réussi et Marcus était maintenant un tout petit sain et florissant sans complications à long terme.
Monsieur Reeves, a déclaré le Dr Church, fermant le dossier médical. Je dois dire que Marcus a fait un rétablissement remarquable. La chirurgie a été complètement réussie et il ne devrait avoir aucun problème de santé en cours lié à sa maladie cardiaque. Roman hocha la tête, sentant un mélange de soulagement et de satisfaction. Quoi qu'il en soit sentiment envers Nora et Santos, il n'avait aucune envie de voir un enfant innocent souffrir. Qu'en est-il des soins de suivi? Aura-t-il besoin d'une surveillance continue? Les examens annuels devraient être suffisants, a répondu le Dr Church. C'est un petit garçon parfaitement en bonne santé maintenant. Roman se leva pour partir, sachant que cette réunion a marqué la fin de son implication dans la vie de Marcus. La crise médicale résolue, il pouvait désormais poursuivre l'action en justice qu'il avait promise, un test de paternité qui supprimerait officiellement ses responsabilités parentales et ouvrirait la voie à Santos de revendiquer son fils biologique. Mais alors que Roman atteignit la porte, le Dr Church a repris. Monsieur Reeves, si je peux demander, quels sont vos plans concernant l'avenir de Marcus? Roman fit une pause, sa main sur la poignée de la porte. Que voulez-vous dire? Eh bien, d'après ce que je comprends, le père biologique de l'enfant n'est pas impliqué dans sa vie, et sa mère est en difficulté financière. J'ai vu de nombreux cas comme celui-ci, et les enfants se retrouvent souvent dans des situations difficiles malgré les meilleures influences. J'ai fait ce que je pouvais assurer que Marcus a reçu des soins médicaux appropriés, mais au-delà de cela, son bien-être n'est pas mon préoccupation. Des souvenirs de sa propre enfance difficile. L'amour. Toujours conscient qu'il était un étranger dans les familles des autres. Sans décision consciente, Roman s'est retrouvé à se garer à l'extérieur du groupe où il avait vécu de 15 à 18 ans. Le bâtiment semblait plus petit qu'il ne se souvient, mais les sentiments qu'il évoquait étaient tout aussi puissants. La solitude, l'abandon et le désir désespéré d'appartenir quelque part. Le téléphone de Roman bourdonnait d'un texte de Ross Daniel. Rapport de surveillance prêt. Nora a été expulsée de son appartement. Elle et Marcus séjournent dans un refuge pour sans-abri. Le message a frappé Roman plus fort que ce à quoi il s'attendait. Malgré tout ce que Nora lui avait fait, l'image de Marcus, un enfant qui ne partageait aucune responsabilité pour les crimes de ses parents, vivre dans un refuge était difficile à ignorer. Roman a conduit à l'adresse que Ross avait fournie, un centre-ville qui a servi des familles sans abri. À travers la fenêtre, il pouvait voir des femmes et des enfants rassemblés dans une zone commune, leurs biens emballés dans des sacs poubelles et des boîtes en carton. Le site lui a rappelé douloureusement ses propres expériences d'enfance dans des institutions surpeuplées et sous-financées. Il a repéré Nora assis dans un coin en tenant Marcus pendant qu'il jouait avec un animal en peluche usée. Elle avait l'air encore plus vaincue qu'elle ne l'avait fait 6 mois plus tôt, ses vêtements suspendus à son cadre diminué. Mais c'est Marcus qui a attiré l'attention de Roman. Un bel enfant aux cheveux noirs qui a ri et joué malgré sa situation, ignorant complètement les drames adultes qui avaient façonné sa jeune vie. Roman était assis dans son camion pendant près d'1 heure, regardant par la fenêtre et lutte avec des émotions contradictoires. Sa vengeance contre Nora et sa famille avait été complète et satisfaisante. Ils avaient tous payé le prix de leur trahison, perdant tout ce qu'ils ont essayé de lui voler, et plus encore. La justice avait été rendue de la manière la plus approfondie possible. Mais en regardant Marcus, Roman ne pouvait pas échapper au parallèle inconfortable avec sa propre enfance. Cet enfant innocent était sur le point de grandir dans le même système d'abri et de maisons d'accueil qui avait façonné les premières années de Roman. Pas à cause de tout ce qu'il avait fait de mal, mais à cause des échecs et des crimes des adultes autour de lui. Le téléphone de Roman sonna, interrompant sa couvée. L'identifiant de l'appelant a montré le numéro de Joel Harvey. « Boss, nous avons un problème », a déclaré Joel sans préambule. Angelo Marchetti a été arrêté par le FBI. Frais de raquette. Le mot est qu'il coopère avec les procureurs fédéraux pour réduire sa phrase. Roman sentit un froid couler sur sa colonne vertébrale. La coopération d'Angelo pourrait potentiellement exposer le rôle de Roman dans le transfert de la dette de Case à Santos. Une décision qui avait été techniquement légale, mais qui pourrait sembler suspecte sous le contrôle fédéral. « Quelle est notre exposition ?» demanda Roman. « Probablement minimale, » répondit Joel. « Vous n'avez rien fait d'illégal. Et Angelo a un plus gros poisson à craindre que notre situation, mais il pourrait être sage de nettoyer toutes les extrémités lâches au cas où. » Roman a compris l'implication. La dette de Santos envers Angelo, le levier que Roman avait utilisé pour le chasser du Colorado,
pourrait devenir une responsabilité si les enquêteurs fédéraux décidaient de approfondir les relations commerciales d'Angelo. Après avoir terminé l'appel, Roman a pris une décision qui s'est même surpris. Il est entré dans le refuge pour sans-abri et s'est approché de la réception. « J'aimerais parler avec Nora Reeves », a-t-il dit au bénévole. Ruthless dans ces conditions. Encore une fois. J'ai regardé Marcus, qui jouait tranquillement avec son jouet, inconscient de la conversation pour adulte qui déterminerait son avenir. Parce qu'il est innocent. Parce qu'aucun enfant ne devrait grandir dans le système comme je l'ai fait. Et parce que c'est la dernière chose que je ferai jamais pour l'un ou l'autre, ni ses yeux remplis de larmes. Roman, je sais que je ne mérite pas ta miséricorde, mais ce n'est pas la miséricorde, Roman interrompit froidement. C'est moi qui me ferme le livre sur ce chapitre de ma vie en permanence. Vous aurez assez d'argent pour recommencer ailleurs. Mais vous ne me reverrez plus jamais, ne me contactez plus jamais et ne faites plus jamais de réclamations sur tout ce que je possède. Roman se leva pour partir, puis s'arrêta. Vous avez 24 heures pour décider. Si vous acceptez, les documents seront prêts demain matin. Si vous refusez, vous êtes seul en permanence. Alors que Roman s'éloignait, il entendit Marcus rire de quelque chose que sa mère lui chuchotait. Le son a suivi Roman jusqu'à son camion, un rappel de la vie innocente qui avait été prise dans les feux croisés des trahisons et de la vengeance pour adultes. Le lendemain matin, Nora a signé tous les documents que les avocats de Roman ont placés devant elle. À midi, elle et Marcus étaient dans un bus pour Seattle, où un appartement et un travail modeste avaient été organisés pour elle. Roman avait tenu sa promesse. Marcus ne voulait jamais rien, mais Roman ne le reverrait plus jamais. Debout dans sa maison vide ce soir-là, Roman s'est versé un verre du whisky cher qu'il avait sauvé pour une occasion spéciale. Sa vengeance était complète, ses ennemis ont été détruits et la dernière extrémité lâche avait été attachée en permanence. Il avait gagné tout ce qu'il avait entrepris de gagner. Son entreprise était en plein essor, sa réputation était intacte et sa fortune était protégée. Les gens qui l'avaient trahi avaient payé le prix ultime. Ils avaient tout perdu et avaient été bannis de sa vie pour toujours. Mais comme Roman se tenait seul dans son salon parfaitement aménagé, entouré des fruits de sa victoire, il ne pouvait pas secouer le sentiment que quelque chose d'essentiel manquait. Il avait protégé ses actifs et détruit ses ennemis. Mais dans le processus, il avait également éliminé toute possibilité de la famille qu'il avait déjà rêvé d'avoir. Roman leva son verre à son reflet dans la fenêtre sombre. « À la victoire », a-t-il dit tranquillement. Mais les mots avaient un goût aussi vide que la maison autour de lui, et Roman s'est rendu compte que certaines victoires sont venues à un prix qui était impossible à calculer jusqu'à la fin de la bataille. À l'extérieur, Denver dormait paisiblement, il ne sait pas que l'un de ses entrepreneurs les plus réussis venait d'atteindre tout ce qu'il voulait, et a découvert qu'il n'était pas suffisant pour combler la vie de la vie. Avec les conséquences de cette victoire. Commençait à ranger ses ustensiles. Par la porte ouverte du garage, il entendit le rire de Nora, un son qui s'était fait de plus en plus rare ces derniers mois. La chaleur de sa voix le fit sourire, lui rappelant la femme dont il était tombé amoureux. Peut-être que les choses s'amélioreraient entre eux après l'arrivée du bébé. Peut-être que sa distance n'était due qu'aux hormones de grossesse et à l'angoisse de devenir mère pour la première fois. Roman était prêt à lui accorder le bénéfice du doute pour présumer le meilleur de la femme avec laquelle il avait choisi de passer sa vie. En éteignant les lumières du garage et en se dirigeant vers la maison, Roman était optimiste quant à leur avenir. Il n'aurait jamais pu imaginer qu'en quelques minutes, tout ce qu'il croyait de sa vie, de son mariage et de sa famille s'effondrerait. Chapitre 2. La révélation. L'air frais d'octobre suivit Roman tandis qu'il sortait du garage pour entrer dans le vestiaire. Le confort familier de la maison l'enveloppait comme une veste usée. Il entendait des voix dans la cuisine, le rire de Nora se mêlant aux voix plus graves de son père. Ce son le fit sourire tandis qu'il accrochait sa veste de travail et se lavait les mains à l'évier. Roman avait hâte de montrer à Case les progrès de la Mustang. Ces derniers mois, leur relation s'était approfondie au-delà de la relation habituelle entre gendres. Case passait souvent après la fermeture de ses restaurants, partageant une bière avec Roman et discutant de tout et de rien, des stratégies commerciales à leur passion commune pour les voitures de collection. Ces conversations étaient devenues l'un des moments forts de la semaine de Roman, un lien avec la figure paternelle qu'il n'avait jamais eue en grandissant. Alors qu'il s'essuyait les mains et se préparait à les rejoindre dans la cuisine, Roman entendit des bribes de leur conversation dans le couloir. La voix de Case résonnait clairement dans le silence de la maison. Il s'est épuisé à travailler sur cette satanée voiture. Disait Case,
son ton mêlant un étrange mélange d'amusement et de quelque chose d'autre que Roman n'arrivait pas à identifier. Tous les soirs depuis des semaines, bricolant comme si c'était la chose la plus importante au monde. Roman marqua une pause, un léger froncement de sourcils creusant son front. Il y avait quelque chose dans la voix de Case qui ne collait pas. Une nuance moqueuse qui semblait en décalage avec l'homme qui avait montré tant d'intérêt pour le projet de restauration. Puis vint le rire de Nora, mais ce n'était pas le son chaleureux et affectueux auquel Roman s'attendait. Il était sec, presque cruel, tranchant le silence du soir comme une lame. « Bien, dit-elle, sa voix portant une froideur que Roman n'avait jamais entendue auparavant. Laisse-le s'épuiser à jouer avec ses jouets. Une fois le bébé né et son nom inscrit sur l'acte de naissance, nos avocats le priveront de ses droits parentaux et de sa fortune. Il sera tellement brisé qu'il ne se débattra même plus. » Le monde semblait basculer. Roman eut l'impression qu'on lui enfonçait un marteau dans la poitrine, lui arrachant tout l'air de ses poumons. Il agrippa le chambranle de la porte, les jointures blanchissant tandis que les mots pénétraient. Le rire de Case était faible et satisfait. « Et Santos pourra enfin réclamer ce qui lui revient de droit, toi et l'enfant. » C'est presque poétique, en fait. Roman était tellement concentré à construire un nid pour la progéniture d'un autre homme. Le nom a frappé Roman comme un coup de poing. Santos, le prof de fitness, l'homme que Roman avait tant essayé de ne pas soupçonner, malgré tous ses instincts qui le mettaient en garde. L'homme qui était resté chez lui, près de sa femme enceinte, a planifié cette trahison élaborée. Le test de paternité que nous avions fait en privé l'a confirmé. Nora continua, sa voix désormais teintée de triomphe. Le bébé est bien celui de Santos. Roman était si confiant, si désireux d'être père qu'il n'a jamais rien remis en question. Il a signé toutes ses assurances vie, mis mon nom sur tout, restructuré son entreprise pour subvenir aux besoins de notre famille. Il a financé sa propre destruction. Roman était bouleversé par les conséquences qui s'abattaient sur lui par vagues. La grossesse avait été planifiée, non pas avec lui, mais contre lui. Chaque moment de tendresse, chaque rêve partagé sur leur avenir. Chaque fois qu'il avait senti cet enfant se débattre dans le ventre de Nora, pensant qu'il était de sa propre chair et de son propre sang, tout cela n'avait été qu'un mensonge. Une tromperie élaborée et calculée destinée à lui voler tout ce qu'il avait gagné. Le contrat de mariage qu'il a exigé n'aura plus d'importance une fois que nous aurons prouvé l'adultère et la fraude. S ajouta sa voix, prenant le ton d'un homme discutant d'une transaction commerciale fructueuse. Mon avocat dit qu'avec les preuves que nous avons rassemblées, les photos mises en scène, les témoins fabriqués, nous pouvons dépeindre Roman comme un mari violent qui a poussé sa femme dans les bras d'un autre homme. Les tribunaux il sera compatissant envers une jeune mère qui tente de protéger son enfant d'un homme instable. Roman sentit la douleur lui monter à la gorge. Ils n'avaient pas seulement prévu de lui voler son argent. Ils avaient prévu de détruire sa réputation. De le présenter comme le méchant de sa propre trahison. Les photos mentionnées par Case ne pouvaient signifier qu'une chose. Il l'avait piégé pendant des mois, créant de fausses preuves d'abus ou d'infidélité. Santos est tellement impatient de vivre enfin ouvertement avec toi et le bébé. Case continua. Il a déjà choisi des prénoms. Savais-tu qu'il veut appeler le garçon comme son grand-père si c'est un garçon? Roman pense qu'on lui donnera le nom de son père adoptif si c'est un garçon, dit Nora avec un rire qui glaça le sang de Roman. Il était tellement ému quand je lui ai suggéré cela. J'ai failli me sentir mal pendant 2 secondes. Puis je me suis souvenu de sa fortune, et ce sentiment est passé. La cruauté désinvolte dans sa voix était comme un couteau dans la poitrine de Roman. Il repensa à toutes les nuits où il avait travaillé tard pour constituer leur pécule. À tous les rêves qu'il avait partagés sur l'avenir de leur enfant, à tout l'amour qu'il avait mis à préparer sa paternité. Apprendre que tout cela n'avait été qu'une mise en scène. Que la femme qu'il aimait complotait activement sa destruction était presque inconcevable. Et l'entreprise de construction, demanda Case. C'est là que se trouve le véritable argent. Déjà réglé, répondit Nora d'un air suffisant. Je signe des documents en tant qu'épouse depuis des mois. Procuration, partenariats commerciaux, prêts garantis par les actifs de l'entreprise. Une fois le divorce prononcé, seul à détenir une participation majoritaire dans Reeves Construction. Roman ne se retrouvera plus qu'avec des dettes et une réputation ruinée. Roman avait les jambes qui faiblissaient. Son entreprise, l'entreprise qu'il avait bâtie à partir de rien, l'héritage qu'il avait voulu transmettre à ses enfants. Il l'avait systématiquement démantelé pendant qu'il leur confiait sa vie. Chaque signature dont Nora avait été témoin,
chaque document qu'elle l'avait aidé à organiser, faisait partie d'une attaque coordonnée contre tout ce pour quoi il avait travaillé. Le plus beau, c'est sa gratitude pour toute notre aide, dit S, la voix empreinte de satisfaction. Chaque fois que je venais voir ma fille, je m'assurais simplement que notre plan était sur la bonne voie. Il me remercie même d'être un beau-père si encourageant. La trahison a fait mal plus profondément que Roman ne l'aurait imaginé. Case, l'homme qu'il admirait, la figure paternelle qu'il n'avait jamais eue, avait orchestré sa destruction depuis le début. Chaque bière partagée, chaque conversation d'affaires, chaque conseil n'était que des préparatifs pour leur escroquerie élaborée. Quand allons-nous passer à l'action finale, demanda Case. Dès que le bébé sera né et que le nom de Roman figurera sur l'acte de naissance, répondit Nora. Cela le rendra légalement responsable de la pension alimentaire. Mais grâce au test de paternité dont nous disposons, nous pouvons prouver la fraude et faire annuler le mariage. Il devra 18 ans de pension alimentaire pour un enfant qui n'est pas le sien, tout en perdant tous ses biens au passage. Roman en avait assez entendu, évoluant avec le silence habituel de quelqu'un qui avait passé des années sur des chantiers où un faux pas pouvait entraîner blessure ou mort. Il recula devant la porte de la cuisine. Son esprit s'emballait, mais son corps se mouvait en pilotage automatique, sa mémoire musculaire le guidant dans les gestes familiers de la sortie par le garage. Dehors, dans l'air frais de la nuit, Roman avait l'impression de voir le monde sous un nouveau jour. Chaque interaction des derniers mois prenait un sens nouveau. Les fréquents rendez-vous médicaux de Nora, auxquels elle avait insisté pour se rendre seule, elle avait probablement rencontré Santos. Son intérêt soudain pour leurs finances et leurs documents juridiques. L'implication croissante de sa mère dans leur vie, toujours prête à les aider pour les formalités administratives et la planification. Toute la famille Shepherd était au courant. Il l'avait accueilli non pas comme un gendre, mais comme une cible. Son milieu ouvrier, son manque de liens familiaux, son désir désespéré d'appartenance. Ils avaient perçu tout cela comme des faiblesses à exploiter. Mais ils avaient commis une erreur cruciale. Ils avaient sous-estimé à qui ils avaient affaire. Roman Reeves n'avait pas bâti une entreprise de construction prospère par naïveté ou faiblesse. Il avait survécu au système de placement familial, bâti quelque chose à partir de rien et appris à décrypter les gens et les situations avec l'instinct aiguisé de quelqu'un qui avait dû se battre pour tout ce qu'il avait jamais eu. Assis dans son camion, dans l'obscurité, Roman sentit quelque chose de froid et de dur se cristalliser dans sa poitrine. Ce n'était pas seulement de la colère. C'était quelque chose de bien plus dangereux. C'était la fureur calculée d'un homme poussé à bout par des gens qui avaient pris son amour pour de la faiblesse. Il voulait jouer avec sa vie. Il voulait lui voler tout ce qu'il avait gagné et le détruire au passage. D'accord. Mais ils allaient bientôt apprendre que Roman Reeves ne se contentait pas de construire des choses. Si nécessaire, il pouvait aussi les détruire. Et il allait détruire leur monde morceau par morceau. Chapitre 3. La préparation. Roman ne rentra pas chez lui ce soir-là. Au lieu de cela, il se rendit au petit appartement qu'il utilisait comme bureau au-dessus de l'entrepôt principal de son entreprise de construction, un espace qu'il avait conservé, même après son mariage, comme un endroit calme pour travailler sur les offres et les plans sans distraction. Maintenant, il allait avoir une toute autre fonction. Impossible de dormir. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il entendait le rire cruel de Nora ou voyait l'expression suffisante de Case dans son esprit. La trahison était plus profonde que n'importe quelle blessure physique, mais Roman s'efforça de canaliser cette douleur en quelque chose d'utile, une planification froide et méthodique. À l'aube, il avait les prémices d'une stratégie. S'il voulait jouer sur le long terme, il leur montrerait à quoi ressemblait une vraie stratégie. Mais d'abord, il avait besoin d'informations, et il devait comprendre précisément l'ampleur de cette conspiration. Roman arriva à son heure habituelle sur le chantier où son équipe travaillait sur un projet résidentiel haut de gamme. Aux yeux de ces hommes, il apparaissait inchangé, le même patron exigeant mais juste qui avait bâti la réputation de l'entreprise sur la qualité de son travail et l'éthique de ses pratiques commerciales. Mais intérieurement, Roman cataloguait chaque détail de son activité, chaque atout, chaque vulnérabilité que sa femme et sa famille pourraient exploiter. Son contremaître, Joël Harvey, remarqua la distraction de Roman lors de leur réunion matinale. Joël travaillait dans l'entreprise depuis presque le début. Un ami fidèle qui l'avait soutenu dans tous les défis et toutes les réussites. « Patron, vous vous sentez bien ?» demanda Joël tandis que les autres superviseurs se dispersaient dans leurs équipes. « Vous semblez différent aujourd'hui. » Roman observa le visage buriné de son ami, se demandant ce qu'il fallait révéler.
Joël était l'une des rares personnes en qui Roman avait réellement confiance. Mais la situation était trop dangereuse pour des mesures partielles. Joël, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi, et j'ai besoin que tu ne poses pas de questions, dit Roman doucement. Tu peux gérer ça? L'expression de Joël devint sérieuse. En 15 ans de collaboration, Roman n'avait jamais rien demandé de tel. Vous savez que je peux le faire, patron. Que voulez-vous? Je veux que vous examiniez discrètement toutes nos transactions financières récentes. Chaque autorisation de paiement, chaque signature de contrat, chaque document juridique déposé au cours de l'année écoulée. Recherchez tout ce qui semble inhabituel ou que vous ne vous souvenez pas que j'ai spécifiquement approuvé. Joël hocha lentement la tête. En tant que directeur des opérations de l'entreprise, il avait accès à la plupart de leurs documents financiers. Vous pensez que quelqu'un a manipulé nos comptes? Je pense que quelqu'un a manipulé bien plus que ça, répondit Roman d'un ton sombre. Mais j'ai besoin de connaître toute l'étendue de la situation avant d'agir. Pendant que Joël commençait son enquête, Roman traversa la ville en voiture. Jusqu'au bureau d'Hugo Goodman, l'avocat qui s'était occupé de sa création d'entreprise et de ses contrats pendant les 5 dernières années. Hugo était un avocat de Denver à l'ancienne, éthique, discret et absolument impitoyable dans la défense des intérêts de ses clients. Roman, content de te voir, dit Hugo en se levant de derrière son bureau en acajou. Cependant, je dois dire que tu as une mine dégueulasse. Tout va bien pour le bébé. L'allusion désinvolte à la grossesse fit serrer les mâchoires de Roman, mais il garda une expression neutre. C'est justement pour ça que je suis ici, Hugo. J'ai besoin de comprendre quelque chose sur le droit de la paternité au Colorado. Hugo haussa légèrement les sourcils. Droit de la paternité, Roman, as-tu quelque chose à me dire? Hypothétiquement, dit Roman prudemment. Si le nom d'un homme figure sur un acte de naissance, mais qu'il découvre plus tard que l'enfant n'est pas biologiquement le sien, quelles sont ses options juridiques? L'avocat se renversa dans son fauteuil, l'air pensif. C'est une situation complexe. Au Colorado, il existe une présomption de paternité pour les hommes mariés, mais elle peut être contestée dans certaines circonstances. Les facteurs clés sont le moment et les preuves. Pourquoi, me demandez-vous? Roman choisit ses mots avec soin. J'entends des choses, Hugo, des choses qui me font douter de la vérité sur mon mariage et mes finances. Je dois comprendre toutes les options qui s'offrent à moi avant de prendre une décision. Hugo observa son client de longue date d'un œil perçant. Roman, si vous soupçonnez une fraude ou une tromperie dans votre mariage, vous devez être très prudent. Le Colorado est un État pratiquant le partage équitable des biens, ce qui signifie que si ma femme me prépare au divorce, elle pourrait m'arracher la moitié de tout ce que j'ai construit, conclut Roman. Je suis conscient de cette possibilité, Hugo. Ce que je dois savoir, c'est comment me protéger et protéger mon entreprise. Les 2 heures suivantes ont été consacrées à une discussion détaillée sur la protection des actifs, la collecte de preuves et les stratégies juridiques. Hugo a expliqué les subtilités de la législation du Colorado sur le divorce, les exigences pour prouver la fraude et les étapes nécessaires pour protéger les actifs de l'entreprise contre les procédures de dissolution. Le point le plus important qu'Hugo a souligné est la documentation. Si vous soupçonnez une tromperie, vous avez besoin de preuves et vous devez veiller à ne rien faire qui puisse être interprété comme du harcèlement. Les tribunaux ne voient pas d'un bon œil les maris qui prennent les choses en main. Roman acquiesça. Mais en privé, il élaborait déjà des plans qui allaient bien au-delà de ce que n'importe quel tribunal jugerait approprié. La protection juridique n'était que le premier niveau de sa défense. Ce qu'il avait en tête pour Nora, Santos et la famille Shepard nécessiterait une approche bien plus créative. Après avoir quitté le bureau d'Hugo, Roman fit plusieurs autres escales dans les environs de Denver, notamment dans un cabinet d'enquêteurs privés recommandé par le beau-frère de Joël. Il engagea Ross Daniel, un ancien inspecteur de police spécialisé dans la surveillance matrimoniale et le suivi des avoirs. Ross était cher, mais sa réputation de discrétion et de rigueur était exactement ce dont Roman avait besoin. « Je veux tout savoir », dit Roman à Ross lors de leur première rencontre. L'emploi du temps de ma femme, ses communications, ses activités financières, les relations d'affaires de sa famille, leurs relations personnelles, leur vulnérabilité. Je veux aussi surveiller Santos Cardani, où il va, qui il rencontre, ce qu'il fait quand il pense être surveillé, acquiesça Ross en prenant des notes dans un porte-document en cuir. Ce genre d'enquête approfondie prend du temps. Monsieur Reeves, on parle de semaines, voire de mois de surveillance. L'argent n'est pas un problème, répondit Roman.
Mais j'ai besoin que cela se fasse discrètement. Si l'un d'eux soupçonne d'être surveillé, cela pourrait tout compromettre. Compris. Quel est ton calendrier? Roman pensa à la grossesse avancée de Nora, à l'accouchement imminent qui déclencherait leur plan. La situation allait bientôt dégénérer. J'ai besoin de suffisamment d'informations pour agir avec détermination le moment venu. Son dernier arrêt de la journée était un entrepôt en périphérie de Denver, où il avait loué un grand local au nom de son entreprise de construction. Ce serait son quartier général opérationnel, un endroit où il pourrait planifier et se préparer sans risque d'être découvert. En rentrant chez lui ce soir-là, Roman ressentit un étrange calme. Le choc initial et la douleur de la découverte se cristallisaient en quelque chose de bien plus dangereux, un but. Nora et ses complices pensaient avoir affaire à un mari naïf et confiant qui se laisserait faire face à leur trahison. Ils allaient bientôt comprendre à quel point ils avaient tort. Roman s'engagea dans son allée alors que le soleil se couchait, projetant de longues ombres sur la rue de banlieue où il avait imaginé élever ses enfants. La voiture de Nora était au garage et les lumières étaient allumées dans toute la maison. De l'extérieur, cela ressemblait à l'image parfaite de la tranquillité familiale. Mais Roman le voyait désormais pour ce qu'il était vraiment, un territoire ennemi. En se dirigeant vers la porte d'entrée, Roman aperçut son reflet dans le miroir du hall. L'homme qui le regardait était quelqu'un qui le reconnaissait à peine. Le mari aimant et enthousiaste qui était parti travailler ce matin-là avait disparu. À sa place se tenait quelqu'un de plus dur, de plus froid et d'infiniment plus dangereux. Roman sourit à son reflet. Ce n'était pas une expression agréable. La guerre avait commencé, et ses ennemis ignoraient ce qui les attendait. Chapitre 4. Le spectacle. Roman entra chez lui ce soir-là, arborant le masque d'un mari dévoué. Mais sous la surface, son esprit cataloguait chaque détail avec la précision d'un stratège militaire. Nora était dans le salon, les pieds posés sur le pouf, une main posée sur son ventre gonflé, un geste qu'il avait autrefois rempli de tendresse. Maintenant, cela lui retournait l'estomac. « Dis donc, bébé » appela-t-elle sans lever les yeux de son téléphone. « Papa dit, tu travaillais sur la voiture quand il est parti. Comment ça se passe ?» Ce mensonge désinvolte confirma les soupçons de Roman. Ils ignoraient qu'il avait entendu leur conversation. Case était probablement parti par la porte d'entrée pendant que Roman était encore au garage, entretenant l'illusion d'une innocente visite familiale. « Presque fini », répondit Roman en s'installant dans son fauteuil habituel en face d'elle. « Je pense que ton père va adorer. » Nora leva enfin les yeux de son téléphone et Roman fut frappé par la façon dont elle jouait le rôle de l'épouse aimante. Son sourire semblait sincère, ses yeux doux, comme s'ils étaient empreints d'affection. S'il n'avait pas entendu ces paroles sincères quelques heures auparavant, il aurait peut-être cru à sa performance. « Tu as été si gentil de travailler là-dessus pour lui, dit-elle. Il apprécie vraiment tout ce que tu fais pour notre famille. » Le mot « famille » frappa Roman comme une gifle, mais il garda une expression neutre. « Je suis heureuse de pouvoir apporter quelque chose de significatif. Tes parents m'ont accueilli avec tant d'affection. » Au cours des jours suivants, Roman s'investit pleinement dans son rôle avec le dévouement d'un acteur de la méthode. Il assistait aux rendez-vous médicaux de Nora, montait les meubles pour bébé et discutait des préparatifs de la chambre d'enfant avec l'enthousiasme d'un futur papa. Chaque soir, il travaillait sur la Mustang dans le garage, sachant que son dévouement au projet était rapporté à Case et probablement à Santos, preuve de son dévouement naïf. Mais Roman recueillait également des renseignements. Il prêtait attention aux appels téléphoniques de Nora, notant quand elle sortait ou se déplaçait dans une autre pièce pour plus d'intimité. Il observait son emploi du temps, listant les moments où elle prétendait être à des rendez-vous médicaux ou faire des courses, mais rentrait chez elle l'air plus détendue et satisfaite que n'importe quelle visite médicale ne l'aurait justifié. 3 jours après sa découverte, Roman reçut un appel de Joël avec une nouvelle inquiétante. « Patron, vous devez voir ça, » dit Joël, la voix serrée par la colère. « Pouvez-vous me retrouver au bureau ce soir après les heures de bureau ?» Roman trouva Joël qui l'attendait dans la salle de conférence de l'entreprise, des cartons de documents financiers étalés sur la table. L'air sombre de son contremaître, il désigna les papiers. « Roman, quelqu'un nous vole systématiquement depuis des mois, » dit Joël sans préambule. « Regardez ces autorisations de paiement. » Roman examina les documents que Joël lui tendait. Sa propre signature apparaissait sur des dizaines de chèques et de virements, mais en les étudiant attentivement, de subtiles différences apparurent. L'écriture était proche, mais imparfaite. Quelqu'un s'était entraîné à signer. Ces paiements,
poursuivit Joël en désignant une série de transactions. Ils sont tous destinés à des entreprises dont je n'ai jamais entendu parler. Des matériaux de construction que nous n'avons jamais reçus. Des paiements de sous-traitants pour des travaux jamais réalisés. Des contrats de location de matériel pour des machines que nous n'avons pas. Roman serra les dents en calculant les montants. En 6 mois, près de 200 000 $ ont été détournés des comptes de l'entreprise. Il y a plus, dit Joël d'une voix lourde. Quelqu'un a contracté des prêts sur notre matériel et nos biens. La banque pense que vous avez tout autorisé, car les documents portent votre signature et celle de votre femme. L'image devenait plus claire à chaque document que Joël lui montrait. Nora avait utilisé son accès aux documents commerciaux de Roman pour piller systématiquement l'entreprise. Mais plus encore, elle avait créé une trace écrite qui ferait apparaître Roman comme responsable de la disparition des fonds. « Joël, j'ai besoin que vous sécurisiez tout, » dit Roman doucement. « Changez tous les mots de passe, révoquez toutes les autorisations permanentes et transférez nos comptes principaux vers la banque de secours que nous avons créée l'année dernière. » C'est déjà fait, répondit Joël. Mais patron, si l'affaire est portée devant les tribunaux, ça va mal tourner. Votre signature est sur tout, et votre femme a été témoin de la plupart des faits. N'importe quel avocat vous accuserait de complicité. Roman hocha la tête d'un air sombre. C'est exactement ce sur quoi il compte. Au divorce, ils prétendront que j'ai détourné des fonds de ma propre entreprise pour cacher des biens à ma femme. Cela me fait passer pour un criminel tout en leur donnant une justification légale pour tout saisir. Alors que Roman rentrait chez lui ce soir-là, sa colère s'était muée en une colère froide et calculatrice. L'ampleur de leur trahison était stupéfiante par son audace et sa sincérité. Ils n'avaient pas seulement prévu de lui voler son argent. Ils avaient élaboré un plan élaboré pour détruire sa réputation et s'assurer qu'il ne puisse pas riposter. Mais ils avaient commis une erreur cruciale. Ils avaient supposé que Roman ne découvrirait jamais leur plan avant qu'il ne soit trop tard. Cette erreur allait leur coûter cher. Le téléphone de Roman vibra, un SMS de Ross Daniel, le détective privé. Besoin de se voir, de faire des développements importants. Ils se retrouvèrent le lendemain matin dans un restaurant de l'autre côté de la ville, loin de tout endroit où Roman aurait pu être reconnu. Ross glissa une épaisse enveloppe Kraft sur la table. Votre instinct était bon, dit Ross à voix basse. Votre femme et Santos Cardani entretiennent une liaison depuis près d'1 an. Mais cela va plus loin que l'adultère. Roman ouvrit l'enveloppe, révélant des photos, des relevés financiers et des rapports de surveillance qui dressaient un tableau accablant. Des photos de Nora et Santos ensemble dans des situations intimes. Des documents financiers montrent que Santos a effectué des dépôts correspondant aux sommes volées à l'entreprise de Roman. Et, plus accablant encore, des dossiers médicaux attestant que Nora avait bénéficié de soins prénataux dispensés par un médecin spécialisé dans les tests de paternité. Le bébé est bien Cardini. Ross poursuivit, il planifiait cette opération avant même qu'elle ne soit enceinte. Les dossiers de la clinique de fertilité montrent qu'elle a été incinérée artificiellement avec son sperme alors qu'elle était encore mariée avec vous. Les mains de Roman se crispèrent sur les photos. Le niveau de préméditation était stupéfiant. Ils n'avaient pas seulement eu une liaison. Ils avaient planifié la grossesse dans le cadre de leur stratagème. Il y a autre chose, dit Ross en baissant encore la voix. Les restaurants de Case Shepard sont en difficulté financière. Il a détourné l'argent de ses propres investisseurs pour les maintenir à flot. Mes sources disent qu'il doit près de 3 millions de $ à des individus très dangereux. La dernière pièce du puzzle s'est mise en place. Case n'aidait pas seulement sa fille à détruire Roman par loyauté familiale. Il avait besoin de l'argent de Roman pour sauver sa peau. Toute la famille était au bord de la ruine et l'entreprise de construction de Roman était leur bouée de sauvetage. Combien de temps me reste-t-il avant qu'il ne passe à l'action, demanda Roman. Ross vérifia ses notes. D'après la chronologie que j'ai reconstituée, ils attendent la naissance. Une fois le bébé arrivé et votre nom inscrit sur l'acte de naissance, ils demanderont le divorce et lanceront la procédure de saisie des biens. J'estime que vous avez 2 semaines, peut-être 3 au maximum. Roman hocha la tête, l'esprit déjà s'emballant pour la phase suivante de son plan. Ross, j'ai besoin que vous étendiez la surveillance. Je veux connaître toutes les personnes liées à ce complot. Les associés de Case, ses créanciers, la famille de Santos et ses associés. Tout le monde, ça va coûter cher, prévint Ross. Je t'ai dit que l'argent n'était pas un problème, répondit Roman. Ce qui compte, c'est l'information. J'ai besoin de tout savoir sur ces gens.
Leur peur, leur faiblesse, leurs secrets. Tout ce qu'ils m'ont fait. Je vais leur rendre la pareille au centuple. En quittant le restaurant, Roman sentit une satisfaction sinistre l'envahir. Ses ennemis les prenaient pour des maîtres manipulateurs jouant un jeu que Roman était trop naïf pour comprendre. Mais ils allaient bientôt apprendre que Roman Reeves n'avait pas bâti une entreprise prospère en se laissant berner. La première phase de sa contre-attaque était presque terminée. Bientôt, ce serait la deuxième, et c'est là que la véritable destruction commencerait. Chapitre 5, le piège. L'appel arriva à 3h17, un jeudi matin. Roman se réveilla instantanément, son corps réagissant à l'urgence de la voix de Nora avant même que son esprit n'ait complètement assimilé ses paroles. « Roman, réveille-toi. Quelque chose ne va pas. Je crois que le bébé arrive. » Roman joua son rôle à la perfection. Le mari inquiet emmenant sa femme à l'hôpital général de Denver à travers les rues désertes avant l'aube. Nora lui serra la main pendant les contractions. Son interprétation de l'épouse dévouée était si convaincante que Roman en oublia presque qu'il avait devant lui sa plus grande ennemie. 12 heures plus tard, Roman tenait pour la première fois dans ses bras ce que tout le monde croyait être son fils. Le bébé était parfait. 10 doigts, 10 orteils, une chevelure noire qui lui rappelait douloureusement Santos. Tandis que les infirmières s'activaient autour d'eux et que Nora était concentrée sur eux, Roman fixait l'enfant qui représentait à la fois son plus grand chagrin et son arme ultime. « Comment l'appeler » demanda doucement Nora, sa voix portant juste ce qu'il fallait d'épuisement et de tendresse maternelle. Roman était préparé pour ce moment. « J'aimerais lui donner le nom de ce qui se rapprochait le plus d'un père dans mon enfance, dit-il d'une voix chargée d'émotions artificielles. Marcus était son nom. Marcus Reeves. Les yeux de Nora se remplirent de larmes. Hormone ou culpabilité, Roman n'en savait rien. C'est magnifique, mon bébé. Marcus Reeves. L'acte de naissance fut signé 6 heures plus tard. Le nom de Roman figurait dans la section réservée au père, le rendant légalement responsable de l'enfant qu'il savait désormais ne pas être le sien. Mais surtout, cela activait la phase finale du plan de son ennemi et le début de sa vengeance. Roman avait été très occupé pendant la grossesse de Nora. Le garde-meuble qu'il avait loué était devenu un centre de commandement sophistiqué, rempli d'équipements de surveillance, de dossiers financiers et de dossiers détaillés sur toutes les personnes impliquées dans le complot contre lui. L'enquête de Ross Daniels avait révélé un réseau de connexions et de vulnérabilités que Roman comptait exploiter sans pitié. 3 jours après la naissance de Marcus, Roman reçut un SMS d'un numéro inconnu. « Félicitations pour le bébé. On devrait se voir pour discuter de l'avenir. » Santos était en train de passer à l'action. Roman répondit, « Nora a besoin de repos. Peut-être la semaine prochaine. » Mais Roman n'avait aucune intention d'attendre. Ce soir-là, une fois Nora et le bébé endormis, il se rendit à l'adresse que Ross lui avait indiquée, l'appartement de luxe de Santos, dans le centre-ville de Denver. Roman n'avait pas l'intention de l'affronter directement. Il avait plutôt quelque chose de bien plus dévastateur en tête. Son expérience dans le bâtiment lui avait conféré une expertise bien plus vaste que la simple construction. Il savait lire les plans, comprendre les structures et accéder au bâtiment par des moyens que les systèmes de sécurité ne pouvaient détecter. L'immeuble de Santos avait été construit par un concurrent de Roman, mais ce dernier avait étudié les plans en profondeur. S'introduire par effraction dans l'appartement de Santos était étonnamment facile pour quelqu'un possédant les compétences et les connaissances de Roman. Le véritable défi résidait dans ce qu'il comptait faire une fois à l'intérieur. Roman passa 2 heures chez Santos, mais il n'était pas là pour voler ou détruire des biens. Il installa des dispositifs de surveillance à des endroits stratégiques et dupliqua le contenu de l'ordinateur et du téléphone de Santos. Plus important encore, il découvrit quelque chose qui changea la donne, des documents financiers détaillés prouvant que Santos menait sa propre opération frauduleuse sophistiquée. Le professeur de fitness détournait des fonds de l'entreprise familiale depuis des années, utilisant les informations personnelles de ses clients pour ouvrir des comptes de crédit et effectuer des achats non autorisés. Le montant de l'opération s'élevait à près d'un demi-million de dollars, et Santos couvrait ses traces en manipulant les comptes des centres de fitness familiaux. Mais Roman ne souhaitait pas révéler les crimes de Santos aux autorités. Il avait quelque chose de bien plus personnel en tête. Le lendemain matin, Roman rendit visite à son avocat, Hugo Goodman, avec une histoire soigneusement préparée. « Hugo, j'ai besoin de ton aide pour un sujet sensible, » dit Roman. « J'ai découvert que ma femme a une liaison et j'ai des raisons de croire que le bébé pourrait ne pas être de moi. » L'expression d'Hugo devint sérieuse. « Roman, c'est une accusation grave.
As-tu des preuves? Roman fournit des preuves soigneusement sélectionnées, des photos de Nora et Santos ensemble, mais rien qui ne révèle l'étendue de ses connaissances. Je veux demander le divorce et exiger un test de paternité, mais je dois d'abord protéger mes actifs commerciaux. Au cours des heures suivantes, Hugo aida Roman à mettre en place une série complexe de manœuvres juridiques visant à protéger son entreprise de construction d'une procédure de divorce. Roman signa des documents transférant la propriété d'actifs clés à une fiducie contrôlée par Joël Harvey, restructura ses partenariats commerciaux et créa des obstacles juridiques qui rendraient quasiment impossible l'accès de Nora à sa fortune. Mais le véritable coup de maître de Roman restait à venir. Ce soir-là, Roman reçut un autre SMS de Santos. On doit se parler demain soir, à 20h, au parking de la 16e rue et de Laurence. Roman sourit en tapant sa réponse. Je serai là. Mais Roman n'avait aucune intention d'affronter Santos seul ou sans préparation. Il contacta plutôt Spencer Joyce, une société de sécurité privée qu'il avait engagée pour la protection de ses chantiers de construction prestigieux. Spencer était un ancien militaire, discret et totalement loyal à Roman. J'ai besoin de renforts pour une réunion potentiellement dangereuse, expliqua Roman. Quelqu'un essaie de me menacer, et je veux des témoins de ce qui se passera. Spencer hocha la tête. De quel genre de renfort parlons-nous? Du genre qui garantit que s'il m'arrive quelque chose, il y aura des preuves du coupable, répondit Roman. Et du genre qui m'assure que je n'entre pas dans ce parking sans défense. Le rendez-vous avec Santos était prévu pour le lendemain soir. Mais Roman avait encore un arrêt crucial à faire. Il se rendit au restaurant phare de Case Shepard pendant l'heure de pointe du dîner, sachant que le vieil homme serait là pour superviser le service du soir. Roman trouva Case dans son bureau au-dessus de la salle à manger principale, examinant les reçus, les ragards. Les pressions financières des derniers mois commençaient clairement à peser lourd. Case, il faut qu'on parle, dit Roman en fermant la porte du bureau derrière lui. Case leva les yeux avec une surprise qui se transforma vite en lassitude. Roman, que fais-tu ici? Tu ne devrais pas être à la maison avec Nora et le bébé? Le bébé qui n'est pas le mien, tu veux dire, dit Roman doucement. Le visage de Case pâlit, mais il se reprit vite. Je ne sais pas de quoi tu parles. Roman sortit une photo de Santos et Nora ensemble, l'une des nombreuses photos que Ross avait prises ces dernières semaines. Je sais tout, Case. La liaison, l'escroquerie à la paternité, le détournement de fonds de mon entreprise. Je suis au courant de tes dettes de jeu et de l'argent que tu dois à l'organisation d'Angelo Marchette. À la mention du nom de Marchette, le sang-froid de S se brisa complètement. Angelo Marchetti était un requin solitaire lié au crime organisé, le genre d'homme qui recouvrait les dettes par la violence quand c'était nécessaire. Roman, s'il te plaît, dit Case d'une voix brisée. Tu ne comprends pas dans quelle situation je me trouve. Marchetti me tuera si je ne le rembourse pas. Ma famille perdra tout. Ta famille? La voix de Roman était glaciale. Tu parles de la famille qui me détruit systématiquement la vie depuis des mois. La fille qui me vole tout en portant l'enfant d'un autre. Case s'affala sur sa chaise, la résistance s'évanouissant. Ça n'aurait pas dû se passer comme ça. Nora était censée tomber enceinte et nous organiserions un divorce discret qui laisserait à chacun quelque chose. Mais Santos est devenu cupide et les dettes ont continué à s'accumuler. Roman se pencha en avant. Voilà ce qui va se passer, Case. Demain soir, Santos prévoit de me rencontrer pour discuter de l'avenir. Je suppose que cela signifie qu'il va me menacer, essayer de me forcer à accepter leurs conditions de divorce, mais la rencontre ne va pas se dérouler comme il l'espère. Case leva les yeux, de plus en plus inquiet. Roman, qu'est-ce que tu prépares? Son sourire était plus froid que l'hiver. Je compte donner à Santos et à ta fille exactement ce qu'ils méritent, et tu vas m'aider à le faire. Tandis que Roman exposait son plan, l'expression de Case passa de la peur à une fascination horrifiée. Ce que Roman proposait était impitoyable, calculé et parfaitement légal, ce qui le rendait d'autant plus terrifiant. Tu es fou, murmura Case lorsque Roman eut fini de parler. Non, répondit Roman en se levant pour partir. Je suis juste un homme qui a été poussé à bout par des gens qui ont pris la gentillesse pour de la faiblesse. Demain soir, tout cela se termine. La question est de savoir si tu veux être du côté des vainqueurs ou succomber avec ta fille et son amant. Case fixa Roman un long moment, puis hocha lentement la tête. Que veux-tu que je fasse? Le sourire de Roman s'élargit. Le piège était tendu et ses ennemis allaient y tomber. Chapitre 6.
Le jugement dernier. Le parking de la 16e rue et Lawrence était un tombeau de béton au cœur du quartier des affaires de Denver. À 20 h, un vendredi soir, il était presque vide. L'endroit idéal pour une conversation privée ou quelque chose de plus sinistre. Roman arriva 15 minutes en avance, non pas seul, mais accompagné de Spencer Joyce et de 2 autres agents de sécurité postés à des points stratégiques du parking. Roman avait soigneusement choisi sa garde-robe, un jean foncé, des bottes de travail et un t-shirt noir uni qui ne gênerait pas ses mouvements. Il avait l'air de ce qu'il était, un travailleur poussé à bout. Mais sous ses vêtements se cachaient des appareils d'enregistrement qui enregistreraient chaque mot de la confrontation à venir. Santos arriva pile à l'heure, au volant de sa Mercedes impeccable et vêtu de vêtements de marque qui coûtaient probablement plus cher que ce que la plupart des gens gagnaient en un mois. Il sortit de sa voiture avec l'assurance d'un homme convaincu d'avoir toutes les cartes en main. Roman, lança Santos, sa voix résonnant dans l'espace bétonné. Merci d'être venu. Nous avons beaucoup de choses à discuter. Roman resta là, adossé à son pick-up avec une désinvolture trompeuse. Je t'écoute. Santos s'approcha à moins de 3 mètres. Assez près pour parler sans crier, mais assez loin pour courir si nécessaire. Je pense que tu sais pourquoi nous sommes là. Nora et moi sommes amoureux, et Marcus est mon fils. Il faut que cette mascarade cesse. C'est comme ça que tu l'appelles? La voix de Roman était posée, ne trahissant aucune colère sous-jacente. Une mascarade? Écoute, je ne suis pas déraisonnable, poursuivit Santos, son ton prenant la douceur éprouvée d'un homme habitué à obtenir ce qu'il veut. On peut régler ça comme des adultes civilisés. Tu cèdes tes droits parentaux, tu acceptes un divorce à l'amiable avec un arrangement raisonnable, et tout le monde repart heureux. Roman s'éloigna de son camion, ce qui fit reculer Santos d'un pas involontaire. Et qu'est-ce que vous considérez comme un arrangement raisonnable? Santos reprit confiance en réalisant que Roman ne s'en prenait pas immédiatement à 50% de vos actifs commerciaux, à la maison et au soutien continu de Marcus puisque votre nom figure sur l'acte de naissance. En échange, Nora n'a pas à révéler certaines indiscrétions qui pourraient nuire à votre réputation au tribunal. Roman faillit rire de cette audace. Vous parlez des preuves que vous avez fabriquées pour me faire passer pour un mari violent? Les photos mises en scène et les témoignages falsifiés. L'expression de Santos vacilla de surprise, puis se durcit. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Bien sûr que non, répondit Roman. Tout comme vous ignorez tout des 200 000 $ que vous avez contribué à voler à mon entreprise ou des faux documents que vous avez utilisés pour vider mes comptes. Santos semblait alors sincèrement inquiet. Roman, je crois que tu te trompes. Je ne te trompe pour rien, l'interrompit Roman, sa voix se transformant en un murmure dangereux. Je suis au courant de chaque mensonge, de chaque vol, de chaque trahison. Je suis au courant de ta liaison avec ma femme, de l'incrimination artificielle, du plan de ta famille pour me dépouiller de tout ce pour quoi j'ai travaillé. La main de Santos se porta vers la poche de sa veste, mais Roman s'y attendait. Spencer Joyce surgit de derrière un pilier de béton, la main posée d'un air entendu sur son arme dissimulée. Je ne le ferai pas, conseilla doucement Spencer. Santos se figea, son regard passant de Roman à l'agent de sécurité. C'est un piège. Non, dit Roman en s'approchant. C'est un règlement de compte. Voyez-vous, Santos, vous avez commis une erreur cruciale dans votre plan élaboré. Vous avez supposé que j'étais faible. Vous avez supposé que j'allais me laisser faire et accepter les miettes que vous décideriez de me jeter. Roman sortit son téléphone et passa un enregistrement de la conversation qu'il avait entendue dans sa cuisine. Le visage de Santos devint blanc en entendant Case et Nora discuter en détail de leur plan. Tu reconnais ça? Demanda Roman. C'est ta petite amie et son père qui planifient ma destruction. Mais voilà le problème, j'ai déjà planifié ta destruction. Roman fit un signe de tête à Spencer, qui lui tendit une épaisse enveloppe en papier craft. À l'intérieur, tu trouveras des copies de documents financiers attestant de tes détournements de fonds dans les salles de sport familiales. 500 000 $ volés sur 3 ans, dissimulés sous de faux paiements de fournisseurs et de fausses notes de frais. La façade confiante de Santos s'effondra complètement. Tu ne peux rien prouver. Je peux tout prouver, répondit Roman. Relevé bancaire, fausse signature, image de surveillance te montrant en train d'accéder à tes comptes après les heures d'ouverture. Ta propre famille ne le sait pas encore, mais elle le saura. À moins, bien sûr, que nous ne parvenions à nous entendre. Roman se mit à marcher lentement autour de Santos, tel un prédateur encerclant une proie blessée.
Voilà ce qui va se passer. Tu vas avouer à Nora que le bébé est de toi. Tu vas admettre le vol commis dans mon entreprise et me rembourser intégralement. Et tu vas disparaître définitivement du Colorado. Et si je refuse, demanda Santos d'une voix sans conviction, le sourire de Roman était glacial. Ensuite, je dévoilerai les preuves de ton détournement à ta famille, à la police et à la presse. Ta réputation sera détruite. Tu seras poursuivi au pénal et l'entreprise familiale sera ruinée par ce scandale. De plus, je veillerai à ce que certaines personnes soient informées de l'argent que tu leur dois. Santos parut perplexe. Je ne dois de l'argent à personne. Toi, tu en auras, répondit Roman d'un ton menaçant. Fais-moi confiance. Comme sur Q, le téléphone de Roman vibra, accompagné d'un SMS. Il y jeta un coup d'œil et sourit. Parfait timing. Santos. J'aimerais te présenter de nouveaux amis. 3 voitures entrèrent dans le parking avec une précision d'expert. Du véhicule de tête sortit Angelo Marchetti en personne, un homme dont la réputation de violence était légendaire dans le milieu criminel de Denver. Il était accompagné de 2 associés qui semblaient capables de briser des os à main nue. Santos recula de plusieurs pas, le visage complètement vidé de ses couleurs. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» dit Roman calmement, « c'est ce qui arrive quand on s'en prend à la mauvaise personne. Voyez-vous, Angelo, ici présent, doit une somme importante à Case Shepard. 3 millions de dollars pour être exact. Mais Case ne peut pas payer. Angelo a donc cherché d'autres méthodes de recouvrement. Angelo s'avança, le regard froid fixé sur Santos. Monsieur Reeves me dit que vous êtes lié à la famille Shepard. Il me dit aussi que vous avez accès à des ressources qui pourraient aider à résoudre le problème d'endettement de Monsieur Shepard. Roman avait parfaitement orchestré ce moment. Par l'intermédiaire d'intermédiaires, il avait fait transférer la dette de Case envers Angelo à Santos. Une transaction parfaitement légale qui rendait Santos responsable des 3 millions de dollars que Case devait au requin solitaire. Je ne sais pas de quoi vous parlez, balbutia Santos. Je ne vous ai jamais emprunté d'argent. Angelo sourit, une expression dénuée de toute chaleur. Transfert de dette, monsieur Cardani. Case Shepard a cédé ses obligations envers vous en échange de certaines contreparties. Les papiers sont légaux et contraignants. Roman sortit les documents que Case avait signés la veille. Des papiers qui rendaient Santos responsable des dettes de jeu de Case en échange de sa coopération au plan de Roman. Case avait été si terrifié par Angelo qu'il avait jeté Santos sous un bus sans hésiter. Vous ne pouvez pas faire ça, protesta Santos, mais sa voix était faible, conscient d'avoir été complètement déjoué. C'est déjà fait, répondit Roman. Vous devez maintenant 3 millions de dollars à Angelo, payable immédiatement. À moins, bien sûr, que vous ne préfériez négocier un plan de paiement. Les associés d'Angelo se rapprochèrent de Santos. Leurs intentions étaient claires. Nous sommes très flexibles avec les plans de paiement, dit Angelo sur le ton de la conversation. Certains paient en espèces, d'autres avec d'autres choses. Santos regarda frénétiquement Roman et Angelo, comprenant enfin le piège dans lequel il s'était jeté. Que veux-tu ? La voix de Roman était glaciale tandis qu'il lançait son ultimatum. Tu vas appeler Nora immédiatement et tout avouer, la liaison, l'escroquerie à la paternité, le vol. Tu vas lui dire que tu quittes le Colorado ce soir et que tu ne reviendras jamais. Et tu vas virer chaque centime que tu as volé à mon entreprise sur mes comptes. Et si je fais tout ça, demanda Santos avec désespoir, alors Angelo considérera ta dette comme entièrement payée, répondit Roman. Tu seras libre de recommencer ailleurs, sachant que si jamais tu remets les pieds dans le Colorado ou si tu contactes ma femme ou ma famille, les hommes d'Angelo te retrouveront. Santos regarda Angelo, qui acquiesça d'un signe de tête. Le choix était clair, coopérer pleinement ou assumer les conséquences d'une dette de 3 millions de dollars envers un homme qui avait recouvré ses dettes par la violence. Les mains tremblantes, Santos sortit son téléphone et composa le numéro de Nora. Lorsqu'elle répondit, sa voix était pleine d'impatience. Elle s'attendait probablement à des nouvelles de la soumission ou de l'élimination de Roman. « Nora, c'est moi, dit Santos, la voix brisée. J'ai quelque chose à te dire, et tu ne vas pas apprécier. » Roman écouta avec une satisfaction sombre Santos tout lui avouer. La voix de Nora s'éleva jusqu'à un cri perçant, audible même à plusieurs mètres de distance. Mais Santos continua sa récitation de péché avec le désespoir d'un homme face à la mort. À la fin de l'appel, Santos regarda Roman avec un regard empreint de haine et de défaite. Tu as tout détruit.
Non, répondit Roman. Tu as tout détruit dès l'instant où tu as décidé de me voler et de coucher avec ma femme. Je me suis juste assuré que tu en paies le prix. Tandis que les hommes d'Angelo escortaient Santos pour finaliser les transferts financiers et assurer son départ du Colorado, Roman ressentit un profond sentiment d'accomplissement. La première phase de sa vengeance était achevée, mais il n'en avait pas encore fini. Nora et Case attendaient toujours leur tour de justice, et Roman comptait bien s'assurer qu'ils obtiennent exactement ce qu'ils méritaient. Chapitre 7, le dénouement. Roman rentra chez lui et trouva le chaos. Nora arpentait frénétiquement le salon. Le bébé pleurait dans son porte-bébé tandis qu'elle hurlait dans son téléphone. Son visage était inondé de larmes, ses cheveux en bataille et ses yeux exorbités par la panique. « Papa, tu dois arranger ça », criait-elle. Stos vient de tout avouer. Il a dit qu'il quittait le Colorado et qu'il ne reviendrait jamais. Ce n'est pas possible. Roman referma doucement la porte d'entrée derrière lui, l'air calme, observant l'effondrement de sa femme. Elle le remarqua et se retourna, le visage crispé de rage. « Toi » grogna-t-elle en s'avançant vers lui, le doigt pointé comme une arme. « Que as-tu fait ? Que as-tu fait à Santos ?» Roman posa ses clés sur la table d'entrée avec une précision délibérée. « Je n'ai rien fait à Santos. Je lui ai simplement donné l'occasion de dire la vérité, une fois dans sa vie. »« C'est ta faute » hurla Nora, sa voix résonnant dans la maison. « Tu as tout gâché. On avait tout prévu, et toi et moi, quoi ?» interrompit Roman d'une voix d'un calme mortel. « J'ai découvert que ma femme était une voleuse menteuse et infidèle qui essayait de me voler le travail de toute une vie. J'ai découvert que la femme que j'aimais portait l'enfant d'un autre homme tout en préparant un coup monté contre moi pour abus et fraude. » Nora pâlit en réalisant tout ce que Roman savait. « Tu nous espionnais. »« Non, Nora, je me protégeais des criminels. » Roman s'approcha du porte-bébé et baissa les yeux sur Marcus, qui dormait paisiblement malgré le chaos qui l'entourait. « Dis-moi, depuis combien de temps Santos et toi planifiez-vous ça ? Notre mariage était-il réel, ou n'était-ce qu'une arnaque élaborée ?» Nora perdit tout son sang-froid. Elle s'affala sur une chaise, les mains tremblantes, tandis que l'ampleur de son exposition devenait évidente. « Roman, je t'en prie. Tu ne comprends pas la pression que je subissais. Ma famille était en difficulté et Santos m'avait promis de m'aider en me volant. Roman finit par imiter ma signature, détournant des fonds de mon entreprise et me faisant porter le chapeau de tes crimes. Ça n'aurait pas dû se passer comme ça, murmura Nora, les larmes aux yeux. On allait juste prendre de quoi aider mon père à payer ses dettes. Mais Santos devint cupide et tout dégénéra. Roman n'éprouvait aucune pitié pour la femme qu'il avait systématiquement trahie pendant des mois. Quelle part de vérité, Nora ? M'as-tu jamais aimé ? Ou n'étais-je qu'une cible depuis le début ? Nora leva les yeux vers lui avec quelque chose qui ressemblait à du regret. Je t'aimais bien, Roman, au début, mais ensuite ma famille a eu besoin d'aide. Et Santos m'a montré combien d'argent on pouvait gagner si on était malin. Il a dit que tu ne le remarquerais même pas 200 000 $, dit Roman d'un ton neutre. C'est la somme que tu as volée à mon entreprise. De l'argent pour lequel j'ai travaillé. De l'argent que j'ai gagné de mes propres mains pendant que tu planifiais ma destruction. La porte d'entrée s'ouvrit brusquement et Case se précipita à l'intérieur, le visage rouge et le souffle court. Il regarda la pièce avec frénésie, percevant les larmes de Nora et le calme menaçant de Roman. « Roman, il faut qu'on parle », dit Case d'un ton désespéré. « Il y a eu un malentendu. »« Pas de malentendu », répondit Roman. « Juste les conséquences. Tu as fait ton choix en aidant Santos et ta fille à me voler. Maintenant, tu dois vivre avec la suite. » Le visage de Case se décomposa en réalisant toute l'ampleur de la situation. « Angelo Marchetti est venu me voir ce soir. Il dit, ma dette a été transférée à Santos, mais Santos est parti. Il ajouta, si l'argent n'est pas payé d'ici une semaine, il s'en prendra à ma famille. » Roman sourit froidement. « C'est un problème que tu aurais dû envisager avant de me détruire. »« S'il te plaît, » supplia Case, sa fierté complètement brisée. « Je ferai n'importe quoi. Je céderai les restaurants. Je te donnerai tout ce que je possède. Aide-moi juste à protéger ma famille. » « Ta famille ?» La voix de Roman s'éleva légèrement. « Tu parles de la famille qui a conspiré contre moi pendant des mois. La fille qui a porté l'enfant d'un autre homme tout en me volant mon argent ? Le gendre qui a falsifié ma signature et qui a l'intention de me faire accuser d'abus.
Roman s'approcha de la fenêtre et regarda la rue tranquille de banlieue où il avait imaginé élever ses enfants. Voilà ce qui va se passer. Nora va faire ses valises et quitter cette maison ce soir. Elle va emmener son enfant illégitime avec elle et ne reviendra jamais. Tu ne peux pas nous mettre dehors, protesta faiblement Nora. C'est aussi ma maison. Roman se retourna vers elle. Son expression était glaciale. En fait, ce n'est pas le cas. J'ai transféré la propriété de cette maison à une fiducie il y a 3 jours. Tu n'as aucun droit légal sur elle, tout comme tu n'as aucun droit légal sur mon entreprise ou mon argent. Tu as sorti une épaisse enveloppe remplie de documents juridiques. Voici les papiers de divorce préparés par mon avocat. Il cite l'adultère, la fraude et le vol comme motif de dissolution du mariage. Ils incluent également un compte rendu financier complet de tout ce que vous et Santos m'avez volé. Case regarda les papiers avec une horreur croissante. Roman, si tu les déposes, cela nous détruira complètement. La simple publicité ruinera notre réputation. Bien, répondit simplement Roman. Tu as détruit ma vie, alors je te rends l'appareil. Nora se leva en tremblant, serrant le bébé contre sa poitrine. Et Marcus? Il est toujours légalement ton fils. L'expression de Roman s'adoucit légèrement en regardant l'enfant. Malgré tout, le bébé était innocent dans tout ça. Je continuerai à subvenir aux besoins de Marcus, mais je ne veux plus rien avoir à faire avec lui. Pour moi, il est sous la responsabilité de Santos. Santos est parti, murmura Nora. Il a dit qu'il ne reviendrait jamais. Alors tu aurais dû y réfléchir avant de planifier cette trahison élaborée, répondit Roman sans compassion. Tu as fait tes choix et maintenant tu dois en assumer les conséquences. Le téléphone de Roman vibra, un SMS de Spencer Joyce lui parvint. Le colis était livré comme prévu. Roman sourit. La phase finale de sa vengeance allait commencer. Case, tu devrais peut-être consulter les nouvelles, dit Roman d'un ton désinvolte. Je pense qu'il y a quelque chose qui pourrait t'intéresser. Case sortit son téléphone, les mains tremblantes, et ouvrit une application d'actualité locale. Son visage devint blanc en lisant le titre. Un important restaurateur fait l'objet d'une enquête pour fraude fiscale. Je ne comprends pas, balbutia Case. Le sourire de Roman s'élargit. Tu te souviens de tous ces documents de prêt que tu as signés pour obtenir de l'argent d'Angelo? Ceux où tu gonflais les revenus de ton restaurant pour obtenir des sommes plus importantes? L'IRS considère cela comme une fraude fiscale. Je me suis assuré qu'ils reçoivent des copies de tous tes relevés financiers. Case s'affala sur une chaise tandis que l'ampleur de sa destruction devenait évidente. Non seulement il devait 3 millions de dollars à un requin solitaire, mais il risquait maintenant des poursuites pénales fédérales qui pourraient le condamner à des années de prison. Tu as détruit toute ma famille, murmura Case. Non, répondit froidement Roman. Tu as détruit ta famille. Famille, dès l'instant où tu as décidé de me voler. Je me suis juste assuré que tu en paies le prix. Roman s'est dirigé vers la porte et l'a ouverte en grand. Vous avez tous les 10 minutes pour sortir de chez moi. Si vous êtes encore là, à mon retour, je vous ferai arrêter pour intrusion. Tandis que Case et Nora se dépêchaient de rassembler leurs affaires, Roman sortit dans la fraîcheur de la nuit. Il sortit son téléphone et composa le numéro de Ross Daniels. C'est fait, dit Roman lorsque le détective privé répondit. Ils partent ce soir. Quel est le statut sur les autres cibles? Santos est déjà dans un bus pour l'Arizona, a rapporté Ross. Les irrégularités financières ont été terminées. Le reste de sa famille, elle semblait avoir une véritable intégrité, mais elle a été des dommages collatéraux dans une guerre que sa famille avait commencée. Ils essaient de causer plus de problèmes. Compris. Et toi? Quelle est la prochaine étape? Roman regarda la maison où il avait prévu d'élever sa famille puis les étoiles à peine visibles par la pollution lumineuse de Denver. Je vais reconstruire, mais cette fois, je vais faire beaucoup plus attention à qui j'ai confiance. Lorsque Roman est retourné à la maison 10 minutes plus tard, il était vide à l'exception des meubles et des jouets éparpillés dans le salon. Nora et Case étaient partis, ne prenant que ce qu'ils pouvaient porter et laissant derrière lui l'épave de leur complot raté. Roman traversa les pièces tranquilles, ressentant un étrange mélange de satisfaction et de vide. Il avait gagné complètement. Ses ennemis ont été détruits, ses actifs étaient protégés et sa réputation était intacte. Mais la victoire était venue au prix de tout ce qu'il pensait vouloir. Une femme, une famille,
un avenir construit sur l'amour et la confiance. Dans la chambre principale, Roman a trouvé une note sur la table de nuit écrite dans l'écriture familière de Nora. Roman, je sais que vous ne me pardonnerez jamais, et je ne m'attends pas à vous. Ce que nous avons fait était faux, et je suis désolé pour la douleur que nous vous avons causée. Marcus mérite mieux que les parents qui se détruisent. Peut-être qu'un jour vous comprendrez que nous n'avons jamais voulu que cela aille aussi loin. Nora. Roman a frappé la note et l'a jetée à la poubelle. Les excuses ne signifiaient rien lorsqu'ils sont venus après une défaite complète. Si Nora avait vraiment été désolée, elle aurait avoué avant que Roman ne découvre la vérité, pas après que son monde entier s'était effondré autour d'elle. Mais comme Roman se tenait seul dans sa maison vide, il ne pouvait pas secouer le sentiment que sa victoire était creuse. Il avait tout ce qu'il voulait protéger, son entreprise, son argent, sa réputation. Mais il avait perdu tout ce qui avait rendu ces choses significatives. Roman s'est versé un verre de whisky et s'est assis dans son salon, entouré des restes de ses rêves brisés. À l'extérieur, Denver dormait paisiblement, ignorant que l'un de ses entrepreneurs les plus prospères venait de gagner une guerre qui lui avait coûté tout ce qu'il pensait vouloir. La première phase de sa nouvelle vie a été terminée. Maintenant, il devait comprendre ce qui est venu ensuite. Chapitre 8, les conséquences. 6 mois plus tard, Roman se tenait dans la salle de conférence de la construction de Reeves, regardant les toits de la ville par les fenêtres du sol au plafond. Son entreprise avait non seulement survécu à la tentative de vol, mais avait prospéré par les conséquences avec les fonds récupérés et le coup de pouce de la réputation d'être victime d'une affaire de fraude très médiatisée. Roman avait décroché 3 principaux contrats de développement qui occuperaient ses équipages pour les 2 prochaines années. La procédure judiciaire s'était conclue exactement comme Roman l'avait prévu. La pétition de divorce de Nora avait été rejetée lorsque la preuve de son adultère et de son vol est devenue un dossier public. Au lieu de cela, la contre-pétition de Roman avait été accordée avec le tribunal lui accordant tout ce qu'il avait demandé et plus encore. L'accord prénuptial, que Case avait pensé serait invalidé par des preuves manufacturées d'abus, protégeait complètement Roman tout en exposant les crimes de Nora. Santos n'était jamais retourné au Colorado. Selon Ross Daniels, la surveillance a continué, il travaillait comme entraîneur personnel de bas niveau à Phoenix, vivait dans un studio et luttait pour reconstruire sa vie. Le poids de 3 millions de dollars à Angelo Marchetti, une dette que Roman avait assurée suivrait Santos partout où il allait avait complètement brisé l'homme. L'empire de Case Shepard s'était effondré encore plus spectaculaire que Roman ne l'avait prévu. L'enquête de l'IRS avait découvert des années d'évasion fiscale et de fraude financière qui allaient bien au-delà de ce que Roman avait initialement exposé. Elle purgeait actuellement une peine fédérale de 5 ans, et ses restaurants avaient été saisis pour rembourser les impôts et les pénalités. Lizzie Shepard, dévastée par les crimes de sa famille et l'emprisonnement de son mari, avait tranquillement déménagé en Floride pour vivre avec sa sœur. Mais c'est le sort de Nora qui a fourni à Roman le plus de satisfaction. Un coup sur la porte de la salle de conférence a interrompu ses pensées. Joel Harvey est entré en portant un